Donc, bonjour à tous et toutes. Merci d'être présents en grand nombre aujourd'hui. On a la chance, en fait, aux conférences mensuelles du RQSPAL d'avoir Dominique Girard avec nous, qui va nous entretenir sur mieux comprendre l'expérience de souffrance en contexte d'aide médicale à mourir. En fait, sans plus tarder, je lui cède la parole. Merci, Dominique, d'avoir accepté de faire cette présentation-là pour nous. Merci beaucoup, M. Tardif. Donc, merci aussi à tous d'être ici ce midi pour entendre ma présentation. Je vais vous présenter un projet sur lequel je travaille depuis environ 1 an dans le cadre de mon postdoctorat ici aux Pays-Bas. Donc, mon projet s'intitule « Mieux comprendre l'expérience de la souffrance en contexte d'aide médicale à mourir, une métasynthèse alliant la perspective des patients, de leurs proches et des professionnels de la santé ». Donc, c'est un projet sur lequel j'ai la chance de travailler avec une équipe interdisciplinaire. Donc, je suis encadrée par ma directrice de postdoctorat, Els van Wijngaarden, qui travaille à l'Université Radboud aux Pays-Bas. J'ai aussi travaillé avec une infirmière de l'Ontario qui s'appelle Melissa Tuinema, puis Luc Dargis, que vous connaissez sûrement. Je n'ai pas réussi à trouver une photo de lui, mais bon, je mets une photo de Lucam pour représenter son affiliation. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais faire un petit rappel de ce qu'est l'aide médicale à mourir. Et je me suis basée sur une définition du gouvernement du Québec. Donc, l'aide médicale à mourir consiste en l'administration de médicaments par un médecin à une personne à sa demande, dans le but de soulager ses souffrances en entraînant son décès. Alors, évidemment, quand on regarde à travers la littérature internationale, puis les différentes lois, on se rend compte qu'il y a différentes façons de parler de l'aide médicale à mourir. Aux Pays-Bas, on parlerait plutôt d'euthanasie. En plus de cela, il y a aussi le suicide assisté aux Pays-Bas. La nuance, c'est qu'à la place que ce soit le médecin qui administre le médicament au patient, c'est le patient lui-même qui doit ingérer le médicament qui entraîne son décès. Puis aux Pays-Bas, autant l'euthanasie que le suicide assisté sont des options offertes. Maintenant, sur la toile internationale, on voit que les choses bougent plus ou moins rapidement. En fait, l'aide médicale à mourir, qui est le terme que je vais utiliser pour le reste de ma présentation, pour parler de l'euthanasie et du suicide assisté, on voit que l'aide médicale à mourir est désormais légalisée dans de plus en plus de pays à travers le monde. Puis, avec les débats sociopolitiques qu'on voit dans les médias, on voit que certains critères d'éligibilité à l'aide médicale à mourir ont été revus ou réinterprétés, ce qui, dans certains pays. Puis, ça fait qu'on se retrouve avec une variété de cas de patients qui demandent l'aide médicale à mourir sur la base de souffrances intolérables et irrémédiables. Donc, on rencontre une diversité de plus en plus grande de ces patients-là. Et donc, on rencontre aussi des expériences de la souffrance qui sont de plus en plus complexes, qui sont de plus en plus diversifiées, mais aussi de plus en plus difficiles à évaluer. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de constater à travers mes discussions avec les professionnels de la santé ici aux Pays-Bas, malgré la pratique de l'aide médicale à mourir qui dure depuis plus de 20 ans ici. Je remarque que les médecins ont encore de la difficulté à mettre le doigt sur la souffrance intolérable dans des cas qui sont particulièrement complexes. Alors, c'est ce qui a motivé mon projet que je vais vous présenter aujourd'hui. Et puis, ce que j'ai voulu faire, c'est de mieux comprendre cette expérience de la souffrance qui amène des patients à formuler une demande d'aide médicale à mourir, mais je vais le faire en prenant en compte non seulement la perspective des patients qui formulent une demande, mais aussi celle de leurs proches qui les accompagnent, puis celle des professionnels de la santé. Puis dans ce cas-ci, pour le projet, j'ai considéré les perspectives des médecins et des infirmières praticiennes qui peuvent, elles aussi, administrer l'aide médicale à mourir dans certains pays. Alors, pour ce faire, j'ai mené une métasynthèse. Puis juste pour être sûr qu'on parle de la même chose, parce que je sais que les métasynthèses, c'est quand même une méthode qui est relativement, qu'on voit de plus en plus dans la littérature, mais qui n'est pas encore très, très utilisée. Alors, une métasynthèse, c'est comme l'équivalent qualitatif d'une méta-analyse. Ce qu'on fait, c'est qu'on mène une recension systématique de la littérature. Selon certains critères, on va sélectionner des articles
Puis, pour faire la synthèse des résultats, au lieu de mener des analyses quantitatives, on va plutôt faire une analyse qualitative en relevant les thèmes qui reviennent à travers les différentes études. Donc, j'ai fait une métasynthèse des études qualitatives qui capturent les expériences de la souffrance chez les patients formulant une demande d'aide médicale à mourir selon différentes perspectives que j'ai nommées tout à l'heure. Puis, on a recensé 10 bases de données électroniques à l'aide de termes de recherche qui ont été présélectionnés. Ensuite, on a fait une évaluation des études selon nos critères d'inclusion que je vais présenter dans les prochaines diapos. Puis ensuite, on a fait l'analyse de données des études incluses à l'aide d'une analyse thématique inductive pour s'assurer qu'on capture l'expérience de la souffrance qui émane des études primaires de l'étude, de la métasynthèse. Puis, comme j'ai mentionné, j'ai eu la chance d'être entourée par une équipe interdisciplinaire qui regroupe une infirmière, un documentaliste, une psychologue, moi-même, et une conseillère en soins spirituels, ce qui fait que nos perspectives pouvaient vraiment se complémenter, puis qui a contribué aussi à enrichir l'interprétation de notre analyse. Pour ce qui est des critères d'inclusion, on a pu ratisser assez large parce que, bon, dans l'équipe, les membres de l'équipe parlaient néerlandais, anglais ou français. Ensuite, pour le type de publication, on a retenu des articles qui étaient révisés par les pairs, qui portaient sur l'expérience de la souffrance d'un patient. Le devis de l'étude, on a choisi de se limiter aux études qualitatives pour assurer un certain degré de richesse et de profondeur dans les résultats, pour bien comprendre l'expérience de la souffrance, comment ça se déroule. Puis pour la population, on a pris des patients qui avaient formulé une requête officielle d'aide médicale à mourir. Donc, ce n'était pas un souhait, il fallait qu'il y ait vraiment une requête qui a été formulée. Les proches de ces patients-là, les médecins et les infirmières qui accompagnent ces patients. Donc, considérant ces critères, on s'est retrouvé avec 1172 articles. Donc, ça, c'était après avoir enlevé les doublons. Ensuite, sur la base du titre et du résumé de l'article, on a pu déjà appliquer certains critères de sélection pour réduire le nombre d'articles. On s'est retrouvé avec 116 articles à lire au complet. On a lu le contenu, puis ensuite, après avoir appliqué les critères d'inclusion, on s'est retrouvé avec un échantillon de 18 articles inclus dans la métasynthèse. Pour faire un survol des études incluses, on voit qu'on a retenu 4 articles qualitatifs qui portaient sur la perspective particulière des patients. Donc, c'est des articles qui ont été rédigés aux Pays-Bas, en Suisse et en Belgique et qui ont utilisé principalement des entrevues. Ensuite, il y avait 3 articles qui ont documenté la perspective des proches sur l'expérience de la souffrance des patients. Alors, c'est des articles qui ont été écrits en Suisse ou aux États-Unis, en Oregon, et qui ont utilisé eux aussi des entrevues. Puis, ensuite, il y a certains articles qui ont utilisé la perspective des médecins. Donc, aucun article a utilisé la perspective des infirmières, en tout cas qui répondaient à nos critères d'inclusion. Alors, on a 6 articles qui utilisent la perspective des médecins et qui ont été écrits au Canada, aux Pays-Bas ou en Belgique. Puis, ils ont utilisé surtout des archives ou une analyse de dossiers des patients pour parler de la souffrance. Puis finalement, on a quelques études mixtes aussi. On a fait ce groupe-là pour regrouper les études qui utilisaient différentes perspectives, mais qui ne faisaient pas très bien la distinction dans les résultats, à savoir la perspective de qui est utilisée en ce moment pour parler de la souffrance du patient. Donc, on a 5 articles comme ça qui ont été écrits aux États-Unis, aux Pays-Bas, au Canada, puis qui ont utilisé surtout des entrevues, mais aussi des archives. Alors, maintenant, on plonge dans le vif du sujet. Après l'analyse des articles, on s'est rendu compte qu'on pouvait décrire la souffrance en utilisant 5 dimensions principales. On voit à l'écran avec mes différents cercles de couleurs ces différentes dimensions-là. Donc, la première, physico-neurocognitive, qui est en orange. Alors, cette dimension-là, c'est surtout pour parler d'un aspect physique de la souffrance, quelque chose qu'on peut pointer sur le corps, mais aussi neurocognitive dans le sens où s'il y a des atteintes cognitives, une démence précoce, une difficulté à communiquer à cause d'un problème
neurologiques, alors ça entrait dans cette sphère-là. Ensuite, il y a une dimension plus existentielle qui porte sur les questions existentielles, une perte de sens, une perte d'espoir, en bleu. Il y a la sphère en mauve qui parle d'une souffrance psycho-émotionnelle. Donc, on parle d'une souffrance qui est plus vécue à l'interne, qui est intra-individuelle. Ensuite, il y a la sphère verte socio-environnementale qui parle d'une souffrance qui se joue plus dans les relations, que ce soit dans les relations avec les proches ou avec la société de manière générale. Puis une dernière, la sphère systémique que j'ai appelée, pour parler un peu de la trajectoire du patient à travers le système de la santé, qui peut être même avant de formuler une demande, donc quand les patients se rappellent rétrospectivement les défis qu'ils ont pu rencontrer, mais aussi entre le moment de la demande et la décision ou le décès du patient. Il y a certains défis qu'ils ont rencontrés qui ont pu contribuer aussi à l'expérience de la souffrance. Donc déjà, on voit dans ces 4 sphères-là que l'expérience de la souffrance peut être assez diversifiée. Il y a des sphères que certains d'entre vous vont peut-être reconnaître plus que d'autres parce que, en tout cas, à travers ma démarche, j'ai vu souvent la souffrance physique, existentielle, psycho-émotionnelle et socio-environnementale, mais la souffrance systémique a été beaucoup moins mise en valeur. Donc, c'est déjà un résultat super intéressant de pouvoir la mettre en évidence ici. Puis ensuite, vous noterez que j'ai fait un cercle qui englobe chacune de ces sphères de couleurs-là pour bien illustrer que chacune des dimensions identifiées ne sont pas interdépendantes. En fait, elles sont interdépendantes, mais ne sont pas... en fait, il faut les comprendre comme s'inter-influençant. Donc, ça arrivait souvent dans les articles que j'ai recensés de voir qu'un problème, par exemple, physico-neurocognitif avait un impact sur la sphère socio-environnementale, puis qu'il y avait vraiment un jeu entre les différentes dimensions ici qui semble nécessaire pour bien capturer toute l'ampleur, la profondeur, la complexité de l'expérience de la souffrance des patients. Alors, je pense qu'il faut sortir un peu de l'idée d'avoir une liste à cocher de symptômes parce que c'est vraiment dans l'interdépendance des symptômes que se situe la souffrance. Alors, on va parler de chacune des sphères plus en profondeur maintenant. Pour la dimension existentielle, vous voyez dans le tableau que j'ai répertorié les thèmes qui ont émergé de l'analyse selon les différentes perspectives, donc celles des patients, des proches et des médecins. Puis on voit à première vue que certains thèmes ont été identifiés par chacune des perspectives. Par exemple, perte d'espoir, perte de sens, ce sont des thèmes qui ressortent autant chez les patients que les proches et les médecins. Les patients qui avaient un trouble psychiatrique ont aussi identifié une fatigue de vivre et une peur existentielle de vivre. Mais ce qu'il y a de plus intéressant encore, c'est quand on regarde l'histoire derrière ces thèmes-là. Donc, malgré que chacune des perspectives ait identifié des thèmes assez similaires, on voit quand même que la manière dont ces thèmes-là sont décrits, la manière dont ces thèmes sont ancrés dans l'expérience des patients est perçue d'une manière très différente à travers les différents acteurs impliqués. Donc, les patients vont décrire leur souffrance existentielle d'une manière qui est beaucoup plus expérientielle et subjective par rapport à qu'on demande aux proches ou aux médecins de le faire. Donc, par exemple, les patients vont parler d'une accumulation de malheurs, de défis qui accumulent dans leur vie jusqu'à un point où ils vont rencontrer une perte de sens. C'est comme si, là, ça va être trop pour eux, puis la vie ne fera plus de sens. Ça va dépasser les capacités des patients à faire face à la situation. Donc, ça, c'est un élément qui revient souvent et à travers les différentes dimensions. Une capacité qui est à son maximum ou qui est dépassée de faire face aux obstacles qui surviennent. Les patients parlent aussi d'une fatigue de vivre, d'une perte d'espoir que leur situation puisse s'améliorer. Les proches, quant à eux, vont aussi noter le manque de sens. Mais pour eux, ça va être plus associé à une notion de dépendance, une peur d'être un fardeau pour la famille. Puis c'est ça qui créerait le manque de sens pour les patients. Donc, on voit déjà une teinte un petit peu plus relationnelle quand on demande aux proches de décrire la souffrance des patients. Puis pour les médecins, dans les articles qui parlaient de la perspective des médecins, on voit vraiment le cadre légal et médical dans leur réponse. Donc,
je vous donne un exemple. Dans le fond, quand on demande aux médecins de décrire la dimension existentielle de la souffrance, on voit qu'ils vont dire, ben, il y a une perte d'espoir parce que le patient a plus espoir que sa maladie puisse être guérie ou que sa souffrance puisse être allégée. Alors, c'est vraiment ancré dans un aspect médical, dans la condition physique et diagnostique du patient. Maintenant, pour la dimension physique et neurocognitive, encore une fois, si on regarde le tableau des principaux thèmes qui sont ressortis selon chacune des perspectives, on voit que les principaux acteurs ont relevé des éléments similaires pour parler de la souffrance des patients, de la souffrance physique. Les patients avec un trouble psychiatrique ont aussi nommé des symptômes psychosomatiques qui peuvent contribuer à l'expérience de la souffrance. Mais encore une fois, la richesse des résultats se situe vraiment qu'on va en dessous de ces thèmes-là, puis qu'on va voir comment est-ce que les thèmes s'ancrent dans l'histoire du patient, comment est-ce que c'est vécu. Donc, les patients reconnaissent qu'il y a des symptômes physiques et cognitifs qui font partie de la souffrance, c'est certain, mais quand on regarde la manière dont ils les décrivent, on se rend compte que c'est la saveur de souffrance, dans le fond, de ces symptômes-là se situe davantage dans la manière dont les symptômes se déploient dans le temps, dans leur continuité, à quel point la douleur est constante. Il parle aussi de cycles de symptômes qui peuvent être caractérisés par des moments de rémission, mais ensuite des rechutes. Puis ça les met face à une incertitude par rapport au déroulement de leur maladie ou de la manière dont ils la ressentent. Il parle aussi d'une intensité. Quand on a une douleur très aiguë, c'est l'intensité qui contribue à la souffrance plutôt que le symptôme particulier. Puis, il y a aussi le pronostic. Donc, s'il n'y a plus d'espoir que ça s'améliore, ça peut aussi contribuer à l'expérience de la souffrance. Donc, c'est intéressant de voir que ça dépasse le symptôme pour les patients, mais c'est plutôt la manière dont ces symptômes-là se déploient dans l'histoire du patient. Pour les proches, eux aussi, ils considèrent l'aspect physique, la douleur, comme contribuant à l'expérience de la souffrance, mais ils parlent plutôt de peur que la douleur devienne tellement intolérable que les patients soient plus capables de composer avec. Donc, c'est plutôt dans un aspect prospectif, dans le futur, que la douleur physique se jouerait. Mais dans le présent, les proches se rappellent que la douleur était souvent sous contrôle, en fait, pour les patients. Donc, ça ne semble pas contribuer de manière si significative que ça à l'expérience de la souffrance intolérable. Donc, malgré tout, on voit quand même que pour les proches, il y a plus une saveur descriptive, factuelle de la souffrance physique et neurocognitive. Puis pour les médecins, eux, ils perçoivent la douleur comme un facteur important de la souffrance, puis ils ont fourni une liste exhaustive de symptômes physiques, neurocognitifs intolérables et irrémédiables, ce qui montre vraiment l'aspect central de cette dimension-là selon la perspective des médecins. Et eux aussi, ils fournissent vraiment une description qui est plus factuelle de la souffrance physique et neurocognitive. Maintenant, la troisième dimension psycho-émotionnelle. Ici, on voit que chacune des perspectives, encore une fois, ont soulevé des thèmes assez similaires pour parler de la souffrance psycho-émotionnelle. Il y a les patients qui ont parlé d'une perte de soi, qui pourrait être décrite comme, à travers la maladie, les patients ont l'impression de plus se reconnaître, ont l'impression de vivre une perte de dignité. Alors ça caractérise la perte de soi. Mais sinon, pour le reste, on dirait qu'il y a un portrait assez similaire qui est dressé entre les différents acteurs. Maintenant, si on va un petit peu plus loin, puis qu'on regarde comment est-ce que ces thèmes-là sont abordés selon les différentes perspectives, on voit d'abord le fardeau de la maladie. Donc, ce thème-là est intéressant parce que la dimension qu'on vient juste de voir, physique, neurocognitive, on parlait des symptômes spécifiques. Chaque symptôme peut contribuer, mais c'est surtout la manière dont ils se déploient dans le temps. Mais j'ai pu voir aussi à travers mon analyse qu'il y a quelque chose de plus grand que la somme des symptômes, puis c'est aussi le fait de vivre avec une maladie grave qui peut contribuer aussi à la souffrance. Encore une fois, les patients décrivent cette expérience-là d'une manière beaucoup plus expérientielle. Ils parlent d'une fatigue, de traitements exigeants,
d'une expérience clinique désagréable parfois. Puis, pour les médecins, c'était plus factuel, hein. Ils parlent, par exemple, du fardeau de la maladie en disant, j'ai remarqué mon patient devait déménager dans une résidence à cause d'une perte d'autonomie. Mais on reste dans quelque chose de très factuel. Les proches, eux, vont parler d'un combat constant et prolongé en parlant du fardeau de la maladie. Ensuite, les peurs. Les peurs, c'était vraiment un thème qui est ressorti à travers l'analyse, très important et capturé par les trois perspectives. On parle d'une peur de la trajectoire de la maladie, d'essayer de composer avec l'incertitude, à savoir est-ce que je vais pouvoir aller mieux ou ça va être seulement un déclin, mais aussi une peur de la mort. Et par contre, les patients ont ajouté une saveur encore un peu plus personnelle, expérientielle, en parlant surtout de leur capacité à faire face à ces peurs-là dans le futur. Un doute qu'ils ne seront pas capables de s'adapter à la situation. Donc, ça ramène à quelque chose d'un petit peu plus intrinsèque et personnel. Ensuite, il y a la notion de dépendance croissante, hein. Donc, c'est aussi un thème super important qui est ressorti, qui a été nommé par les trois perspectives. Mais les patients ajoutent une couche de nuances supplémentaires en parlant de la dépendance, en contraste avec les caractéristiques de leur personnalité. Donc, c'est surtout les patients pour qui le contrôle était très important toute leur vie, qui étaient très actifs, très impliqués dans leur environnement, qui aimaient communiquer beaucoup aussi avec leurs proches. Et donc, selon le rôle que les patients ont eu dans leur vie jusqu'à maintenant, ça définit aussi si la dépendance va être perçue comme étant une composante importante de la souffrance psycho-émotionnelle ou moins. Donc, c'est important aussi de considérer dans quel contexte est-ce que les thèmes relevés se déploient dans un contexte biographique, dans le contexte de la vie du patient. Pour les proches, eux, ils interprétaient la dépendance comme étant souffrante parce que ça créait une impression d'être un fardeau pour les patients, pour leur famille. Donc, encore une fois, on voit que pour les proches, il y a vraiment une dimension relationnelle dans la manière dont ils comprennent la souffrance des patients, parce que c'est en relation avec les proches du patient, avec l'environnement. Puis est-ce que le patient se sent comme un fardeau? C'est ce qui serait déterminant pour avoir une expérience de dépendance souffrante. Et les médecins, ils vont décrire la dépendance en termes de perte de fonction, perte de contrôle, perte de mobilité. Donc, on voit encore le cadre médico-légal dans la description des médecins de la souffrance. Ensuite, il y a des aspects émotionnels. On peut s'y attendre. Donc, les patients vont parler de stress, de désespoir, de perception négative d'eux-mêmes aussi. On l'a vu surtout avec les patients qui ont un trouble psychiatrique. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que les proches et les médecins ont aussi noté un sentiment de colère et d'irritation chez les patients. Donc, est-ce que c'est un angle mort de la part des patients de ne pas reconnaître cette colère-là, cette irritation à travers le processus ou que ça n'a seulement pas été documenté? C'est intéressant de se poser la question. Ensuite, la quatrième dimension, la dimension socio-environnementale. Donc ici, c'est la première fois, je crois qu'on peut voir avec le tableau des thèmes à quel point il y a des différences entre les différentes perspectives. Donc les patients semblent avoir dressé un portrait assez complet de cette dimension sociale, alors que les proches, très peu, les médecins entre les deux. Il y a aussi le manque de soutien social qui est vraiment propre à la perspective des patients. Maintenant, si on va voir un peu plus loin, donc l'impression d'être un fardeau. Alors là, on ne parle plus du fardeau de la maladie, mais vraiment d'être un fardeau pour les proches ou pour la société. Puis quand on regarde comment les acteurs ont parlé de cette impression d'être un fardeau, on voit encore une fois beaucoup plus de nuances, de profondeur dans la manière dont les patients ont parlé de cette expérience-là. Et c'est paradoxal parce qu'ils peuvent se sentir comme un fardeau dans un contexte de soins de très haute qualité. En fait, certains patients ont confié que s'ils étaient super bien entourés, qu'ils avaient une très belle qualité de soins, ils pouvaient se sentir comme un fardeau en conséquence. Et ça arrivait surtout chez les patients qui avaient un rôle central dans leur famille de pourvoyeurs.
Les patients qui étaient habitués de donner beaucoup à leur famille, de se retrouver dans la posture inverse était assez confrontant pour eux et ça contribuait à l'expérience d'être un fardeau. Mais à l'inverse, il y a des patients qui faisaient l'expérience d'un manque de soutien, un manque de soutien du réseau et qui se sentaient aussi comme un fardeau. Mais à ce moment-là, c'était beaucoup plus d'être un fardeau pour la société. Ensuite, le manque de soutien social, je l'ai dit, unique à la perspective des patients, surtout les patients psychiatriques. Donc, ça dit quelque chose aussi sur leur réalité qui est unique et qui est propre. Mais les patients ont quand même, les médecins ont quand même aussi perçu un sentiment d'être exclus de la société de la part de ces patients-là. Ensuite, un sentiment de solitude. Donc, c'est un sentiment qui émergeait dans un contexte de manque de soutien social chez les patients, alors que les médecins vont avoir tendance à décrire la solitude comme une conséquence des pertes fonctionnelles. Donc, encore une fois, on voit cet aspect médical dans la description de la souffrance des patients. Puis, l'environnement de vie, la qualité des soins. Donc, les patients et les proches, tous les deux décrivaient parfois la trajectoire des soins comme étant dépersonnalisante et décevante. Donc, il semblait y avoir des obstacles à ce niveau-là. Les patients mentionnaient aussi qu'ils ne voulaient surtout pas se retrouver en résidence, qu'ils ne voulaient pas quitter leur maison. Alors, ça aussi, ça contribuait à l'expérience de la souffrance. Alors que bon, les médecins parlent aussi de ces dimensions-là, mais expliquent que les patients ont dû déménager à cause d'un déclin physique. Donc, on dirait que c'est ancré dans la source de la souffrance environnementale. C'est à cause du déclin physique qu'ils ont dû déménager, plutôt que s'intéresser à qu'est-ce que ça fait de déménager et donc de perdre son environnement de vie. Puis la dernière dimension, la dimension systémique, qui est aussi très intéressante puisque, comme je le mentionnais, elle n'est pas vraiment ressortie dans la littérature jusqu'à maintenant, mais la synthèse des différents articles a permis de faire ressortir cette dimension comme étant importante et contribuant à l'expérience de la souffrance. Alors, les patients, on voit que pour eux, c'était unique là, de sentir qu'il y avait des procédures qui s'étirent dans le temps, mais pour le reste, on a un portrait qui est assez similaire, à l'exception des médecins qui semblent avoir noté beaucoup moins de thèmes que les patients et les proches. Puis cette dimension systémique, comme je l'expliquais au début de la présentation, c'est surtout pour couvrir les aspects qui parlent de la trajectoire médicale du patient. Donc, même avant la demande d'aide médicale à mourir, mais aussi entre le moment de la demande puis le moment du décès ou de la décision, il y a certains obstacles, certains défis auxquels les patients ont dû faire face et qui ont contribué, peut-être un peu comme un catalyseur, à la souffrance du patient. Alors, premièrement, tous les acteurs ont signalé des difficultés d'accès à l'aide médicale à mourir. Les patients, les proches aussi mentionnent des difficultés à trouver un médecin qui était disposé à discuter d'une demande d'aide médicale à mourir. Et donc, on ne parle même pas d'accepter ou non une demande, mais juste d'ouvrir le dialogue sur la demande. Ils évoquent aussi une incertitude, une peur à faire face à la possibilité qu'ils vivent un déclin très rapide et donc qu'ils puissent plus être en mesure d'opter pour l'aide médicale à mourir ou qu'une mort naturelle survienne avant que ce soit possible d'avoir l'aide médicale à mourir. Les proches, eux, observent que quand les patients essayaient d'ouvrir le dialogue avec les médecins avaient tendance à rester vagues, à rester évasifs pour éviter de parler de la demande. En tout cas, c'est la manière dont les proches le comprenaient. Les médecins, eux, ne sont pas aveugles à ça non plus. Ils ont quand même identifié des frustrations de la part des patients quand eux-mêmes, en tant que médecins, exprimaient des doutes par rapport à la possibilité de fournir l'aide médicale à mourir. Cependant, on dirait que c'est seulement une dimension que les médecins étaient capables de voir cette frustration-là, mais il semblait aussi manquer l'aspect de toutes les craintes qui pouvaient survenir s'il n'y avait pas de réponse, toutes les incertitudes aussi par rapport à la trajectoire de fin. On parle de trajectoire, donc il y a aussi des difficultés entourant la trajectoire des soins. Alors même à l'extérieur de la demande d'aide médicale à mourir, les patients peuvent venir à cette décision, à cette demande-là,
aussi avec un background d'expériences qui ont vécu comme étant délétères ou difficiles pour eux. Les patients vont décrire ça avec un angle expérientiel. Encore une fois, il y a vraiment une saveur personnelle dans les discours des patients. Ils décrivent leur expérience comme une incapacité à faire face à la trajectoire de soins, un sentiment d'être déshumanisé, un sentiment de désespoir, de perte de contrôle. Les proches, eux, ont aussi identifié des pratiques qu'ils qualifient de inhumaines, des traitements agressifs, invasifs, aussi un désir d'éviter la mort médicalisée, qui est assez intéressant puisque les patients optent pour l'aide médicale à mourir en bout de ligne, mais c'est comme une décision pour éviter une trajectoire de soins qui serait trop ancrée dans l'aspect médical. Les patients et les proches, tous les deux, ont mentionné un manque de confiance envers le système de la santé. Puis les médecins, eux, observent les effets secondaires des traitements et reconnaissent que ça peut contribuer à la souffrance, mais il y a moins cet aspect expérientiel de qu'est-ce que ça fait d'avoir des effets secondaires comme ça, qu'est-ce que ça fait d'être ancré dans une trajectoire de soins qui s'étire. Ensuite, il y a la médicalisation de la mort. Donc, les patients et les proches mentionnent que les patients qui font une demande d'aide médicale voudraient en fait éviter des interventions biomédicales excessives. Puis, les patients doutent que les professionnels de la santé vont respecter leur volonté. Donc, dans une situation où ils ont l'impression d'avoir très peu de contrôle, une autonomie décisionnelle pourrait, dans un sens, faire un contrebalancement, puis une opportunité pour eux de regagner le contrôle un peu sur leur trajectoire de vie. Les médecins, eux, vont parler d'un refus de traitement à cause des effets secondaires ou parce que le traitement n'est pas efficace. Donc, encore une fois, on a une lentille assez médicale. Dans tous les cas, on dirait qu'il y a un manque de confiance envers le système de la santé chez les patients, les proches, et ça semble être moins bien identifié par les médecins qui les traitent. Puis, je trouve que ça ouvre la question à savoir, pourquoi est-ce qu'il y a cette hésitation-là de la part des médecins? Est-ce qu'il y en a une ou c'est quelque chose qui est seulement identifié par les patients et les proches? Puis aussi, quelle est l'expérience de ces médecins-là qui fournissent l'aide médicale à mourir? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des éléments de souffrance dans leur propre expérience en tant qu'accompagnant? La même question se pose pour les proches aussi. Donc, maintenant, les fonctions de la demande, donc ce n'est pas en lien direct avec la question de la souffrance, mais je trouve que la métasynthèse a quand même permis de mettre en évidence certaines fonctions de la demande d'aide médicale à mourir. Donc, premièrement, les patients et les proches ont mentionné l'aide médicale à mourir comme un moyen de parvenir à une mort souhaitée, une mort idéale selon eux. Donc, par exemple, pour éviter des interventions biomédicales excessives, mourir dans un certain degré de confort, mettre fin à leur souffrance, être entouré des proches, puis retrouver ses proches dans l'au-delà. Donc, ça nous renseigne sur c'est quoi l'imaginaire entourant la mort pour les patients qui font une demande d'aide médicale à mourir. C'est pas une bonne mort pour ces patients-là. Ensuite, les patients mentionnent d'autres raisons qui motivent une demande d'aide médicale à mourir. C'est quelque chose à quoi s'accrocher. Quand on est confronté à un futur qui se referme sur soi, ça donne quelque chose qui pousse à continuer dans un certain sens, qui est un peu paradoxal aussi. Ensuite, pour certains patients, il y en a qui ont mentionné que c'était leur manière d'ouvrir le dialogue avec les médecins sur les possibilités de traitement. Donc, pour s'assurer qu'il n'y a vraiment aucun autre traitement disponible pour eux. Donc, s'ils sont éligibles pour l'aide médicale à mourir, puis qu'ils ont eu cette discussion-là avec les médecins, mais c'est comme une confirmation pour eux. Ensuite, les patients avec un trouble psychiatrique ont dit que pour eux, c'était une manière aussi de prévenir des tentatives de suicide, dans le sens où l'aide médicale à mourir serait une manière plus douce et plus socialement acceptée de mourir comparativement au suicide. Puis, une manière de contrôler le lieu et l'heure de la mort. Donc, un peu comme je disais tout à l'heure, de se réapproprier un certain contrôle sur la trajectoire de fin de vie dans un moment où on a l'impression d'en avoir presque pas.
Alors, voici quelques messages à retenir, je crois, qui émergent aussi de la métasynthèse. Je pense que ce qui est vraiment important de se rappeler, c'est que c'est l'histoire derrière les symptômes qui est le plus important. On a vu que certains thèmes ressortent à travers les différentes perspectives, mais la manière dont ces thèmes-là sont décrits et ancrés dans l'histoire des patients ou perçus par les proches et les professionnels de la santé est très différente. Donc, une personne pourrait identifier, oui, il y a un déclin, mais comment est-ce que c'est vécu? Comment est-ce que c'est vécu par le patient? Donc, pour vraiment bien comprendre l'expérience de la souffrance, je pense qu'il faut dépasser juste une liste de symptômes puis s'intéresser aussi au sens de ces symptômes-là pour le patient. Ensuite, la cause de la souffrance ne détermine pas son expérience. Il faut plutôt chercher le sens, les conséquences des symptômes, pas seulement chercher la cause des symptômes, mais voir les conséquences pour le patient. Ensuite, les éléments de la souffrance devraient être vus comme étant fluides, en changement. On a vu, surtout pour la souffrance physique, qu'un symptôme en particulier peut être souffrant pour un patient, pas pour l'autre. C'est pas ça l'essence de la souffrance, c'est plutôt la manière dont ce symptôme-là va se déployer dans le temps. Est-ce qu'il est continu? Est-ce qu'il est irrémédiable? Est-ce qu'il est très intense ou caractérisé par des cycles de rémission puis de rechute? Alors, c'est plus ça, la manière dont il se déploie dans le temps qui contribue à la souffrance. Ensuite, la dimension socio-environnementale, elle semble moins être couverte par les proches. Est-ce que c'est un angle mort de la part des proches? Est-ce que ça n'a seulement pas été répertorié par les études que j'ai incluses dans la métasynthèse? À vérifier. Mais je pense que c'est aussi intéressant peut-être que c'est confrontant pour les proches de se rendre compte qu'un manque de soutien social contribue à la souffrance d'un patient, puis que ben, c'est une des raisons pour lesquelles il fait une demande d'aide médicale à mourir. Donc, il y a peut-être un aspect confrontant, mais je pense que ça renvoie aussi à la question qu'est-ce que ça fait pour un proche d'accompagner un patient dans cette trajectoire-là. Les médecins, eux aussi, semblent avoir un certain angle mort ou quelque chose à vérifier, mais eux, c'est par rapport à la dimension systémique, donc la manière dont la trajectoire de santé se déroule. Pas de santé, mais de traitement se déroule. Est-ce que c'est vraiment un angle mort? Parce que ça peut être confrontant aussi de se dire comme médecin, mais aussi comme professionnel de la santé que on fait plein d'interventions pour essayer d'aider le patient, mais est-ce que certaines interventions sont en fait délétères? Ça peut être confrontant de se rendre compte de ça. Mais aussi, encore une fois, je m'intéresse vraiment à l'expérience des médecins là-dedans. Qu'est-ce que ça fait d'accompagner un patient? Quelle responsabilité c'est pour eux aussi de dire oui à la demande. Puis finalement, je pense que la métasynthèse met vraiment en lumière l'importance de la dimension systémique qui a été peu mise en valeur jusqu'à maintenant dans la littérature. Donc, les traitements excessifs, le manque de communication entourant la mort et la fin de vie, les limites du système de la santé, c'est tous des éléments qui peut-être ne sont pas vraiment à la base de la demande d'un patient pour l'aide médicale à mourir, mais qui certainement agissent comme un catalyseur pour soit augmenter ou peut-être alléger la souffrance d'un patient. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme intervenant, ça nous donne un vraiment bon levier aussi, parce qu'il y a différentes manières d'accompagner un patient à travers cette trajectoire-là qui dépassent seulement dire oui ou non à la demande, mais à chaque étape et à tous les niveaux, il y a peut-être un niveau d'accompagnement qu'on peut fournir et de différentes manières pour répondre à cette souffrance qui est tellement diversifiée et complexe. Alors, je termine en disant merci à toute l'équipe qui a participé au projet, Els, Mélissa et Luc, et aussi à mon comité d'experts qui m'a aidé à réfléchir à l'interprétation des résultats. Donc, Rerit Kinsma, Marianne Days et Rerit van der Waal. Et je laisse la place maintenant aux questions.